BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Et c'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit des contemporains du futur. Voilà à quoi servent les pros des cryptos. Chaque vendredi, à vos côtés, nos NFT rien qu'à nous, nos talents non fongibles sont là. Ils nous rejoignent. Claire Balva, VP Stratégie pour De Bloc, qui est avec nous cette semaine en plateau. Bienvenue Claire. Ainsi que Owen Simonin avec nous également à la tête de Meria, sa chaîne YouTube Asher, le youtubeur, l'influenceur crypto le plus suivi du monde francophone. Bienvenue Owen. Dans un instant, on va bien sûr parcourir l'ensemble des actus qui ont marqué cette semaine crypto. La semaine a été particulièrement riche. Mais d'abord, on est au bord du record. On est à presque 68 000 $ là sur le Bitcoin. On s'approche du plus haut historique. Alexandre Baradez est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume, bonjour Chef analyste d'IG, on est content de vous retrouver Alexandre. C'est vrai qu'on sent le Bitcoin depuis quelques jours vraiment en dynamique haussière. Quels sont les prochains seuils? Comment analysez-vous ce qui est en train de se passer? Vous l'avez déjà dit dans l'introduction, c'est vrai que les seuils au-dessus de nos têtes, ce sont les records, on n'est pas très loin de ces niveaux-là. Après, l'analyse est quand même, sans faire trop long, l'analyse est quand même assez particulière parce que ce soit Bitcoin ou l'or, par exemple, qui bat des records, lui, de son côté, c'est une tendance qui, normalement, par rapport à ce qu'on voit de la force du dollar américain ou des taux américains, ne devrait pas forcément avoir lieu. Alors, qu'est-ce qui explique ça? C'est qu'on a l'impression que les marchés, et pas seulement sur la crypto, jouent ce qu'on appelle le Trump trade, c'est-à-dire l'hypothèse que Trump sera élu parce qu'il remonte dans les sondages, et donc c'est une tendance qui favorise les actions, qui favorise les taux, le dollar et le Bitcoin, vu que Trump s'affiche comme étant pro-crypto. Mais la question, c'est un phénomène qui semble être d'ordre plutôt psychologique parce qu'on joue un Trump trade, plutôt qu'une réaction, on va dire, normale de marché où, je le répète, quand les taux se redressent ou le dollar se redresse fortement, ce qui est le cas, normalement, c'est plutôt un vent contraire pour ce genre d'actifs. Donc, je dirais que attention quand même à ce rallye puissant. Je ne suis pas inquiet pour les mois à venir, je pense qu'il y aura des records, mais je me pose la question si ce mouvement-là est le bon. Je pense que l'environnement actuel devrait plutôt privilégier de ne pas casser des records tout de suite, de plutôt revenir dans des zones plus proches des 60 000 dans les jours et semaines qui arrivent. Alexandre Baradez, chef analyste d'IG. Merci Alexandre. Alors justement, les cours des cryptos, cette belle hausse quand même cette semaine du Bitcoin, on va y revenir avec nos experts. Ce qui a aussi marqué la semaine, c'est Tesla. Tous les bitcoins chez Tesla ont été transférés sur de nouvelles adresses. Pourquoi faire? Est-ce qu'Elon Musk compte vendre ses bitcoins? Tiens, on se posera la question. Du côté Ethereum, ça va peut-être bouger aussi. Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, propose des changements. Le stacking qui attire tant d'investisseurs pourrait s'en trouver transformé, peut-être plus démocratique à terme. Détail à suivre. Et puis MiCA, la réglementation européenne. MiCA est-il menacé? C'est peut-être un grand mot, mais quand même, l'ESMA, l'autorité européenne des marchés financiers, demande une révision de MiCA. À quoi faudra-t-il s'attendre? Nos pros répondront. C'est votre épisode hebdomadaire, chaque vendredi, les pros des cryptos, votre machine à condenser l'actualité de la semaine. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec cette semaine, Claire et Owen, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue, ravi de vous retrouver. On a eu une grosse actualité, plusieurs grosses actualités cette semaine, effectivement. Puis un cours du Bitcoin qui monte proche des records désormais. Peut-être nous suivez-vous ce week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. Peut-être le Bitcoin a-t-il battu un record ou pas. On est vendredi après-midi en tout cas. Et en ce vendredi après-midi, on est à presque 68 000 $. Bitcoin qui, c'est un peu le papa ou la maman dans l'univers crypto. C'est la crypto qui a tout lancé. Et puis on se disait qu'il allait peu à peu perdre des parts de marché face aux altcoins qui, eux, exploseraient à la hausse, gagneraient beaucoup de parts de marché. Non, papa est toujours là. La dominance du Bitcoin se renforce et est même à un plus haut de 3 ans et demi, Claire. C'est dans Cryptos que j'ai vu passer cette information. Elle est peut-être publique plus large, mais est-ce que le game est plié? Est-ce que Bitcoin, finalement, a gagné ce match face aux autres cryptos? Oui, ça conforte clairement la thèse des bitcoiners qui disent qu'il y a Bitcoin et puis finalement tout le reste, c'est du gadget et c'est un casino. C'est vrai qu'historiquement, ce qu'on a vu quand même dans ces cycles sur Bitcoin, c'est un cycle tous les 4 ans avec Bitcoin qui monte assez rapidement et qui entraîne ensuite derrière lui tout un tas d'autres jetons. Parce que les investisseurs qui s'enrichissent en Bitcoin, derrière, diversifient et donc investissent aussi dans beaucoup d'autres crypto-monnaies. Ce qu'on observe là en ce moment, c'est que cette alt season, donc cette saison des altcoins, elle se fait attendre. C'est-à-dire qu'on attend toujours un peu désespérément que le reste des jetons se mettent à monter, est un prix qui commence à monter. Et en fait, ça n'arrive pas vraiment. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette dominance de Bitcoin plus forte que sur les cycles précédents?
c'est d'une part qu'on est globalement pile au moment où Bitcoin est censé être fort, puisqu'on a eu le halving il y a quelques mois seulement, donc cette division par deux de la masse monétaire, de l'émission monétaire sur Bitcoin. Et puis on a surtout eu l'arrivée des ETF aux États-Unis qui concernent globalement principalement Bitcoin, un petit peu l'Ether, mais surtout Bitcoin. Et cette liquidité qui est arrivée dans les ETF Bitcoin, elle ne peut pas se diversifier sur les autres cryptos. Ce sont des investisseurs institutionnels qui investissent via un véhicule bien particulier et qui derrière ne vont pas, parce qu'ils ont gagné de l'argent sur le Bitcoin, le réinvestir dans du Solana ou dans d'autres cryptos. En fait, ils vont peut-être le diversifier sur des actions ou d'autres actifs, mais ils ont un comportement qui est similaire envers Bitcoin et envers les actions. Donc le cycle est un peu différent cette fois-ci. Alors chacun se demande peut-être, en suivant les pros des cryptos, ce qu'il fera à l'avenir de ces bitcoins, de ces cryptos. Peut-être même Elon Musk, peut-être qu'il se pose lui aussi cette question. Que mijote-t-il ? Tesla a pour la première fois en 2 ans transféré cette semaine tous ses bitcoins. Bizarre. Oui. Comme c'est bizarre. C'est vrai. C'est même étrange. Très. Tesla a transféré tous ses bitcoins sur de nouvelles adresses. Est-ce le signe, Owen, qu'Elon Musk compte vendre ses bitcoins ? On n'en sait rien du tout. La réalité, c'est qu'il y a plein de raisons qui peuvent justifier le fait qu'on déplace des bitcoins. Déjà, ça peut être un comportement de consolidation d'adresses. C'est ce que font certains exchanges. Le fait de splitter un montant sur différentes adresses ou tout simplement de rafraîchir les adresses qui ont été utilisées. Peut-être qu'ils arrêtent simplement de travailler avec Coinbase Custody et qu'ils vont utiliser un autre custodian à l'avenir. Peut-être tout simplement qu'ils ont réellement prévu de vendre, ou encore qu'ils veulent arrêter de détenir eux-mêmes les bitcoins parce que ça leur demande peut-être des logiciels et également une tenue comptable qui les dérange, alors qu'ils peuvent maintenant passer par un ETF, puisqu'il n'existait pas à l'époque, et réduire non seulement leurs frais, mais également tous les efforts qu'ils doivent faire. Mine de rien, on parle de 9700 bitcoins, c'est 700 millions de dollars. Même si Tesla est une entreprise de la tech, c'est pas leur métier de conserver 700 millions de dollars. Et peut-être qu'ils ont dû mettre en œuvre certaines choses. Peut-être que ça a des coûts récurrents. Et peut-être que c'est tout simplement un déplacement de ces fonds pour d'autres raisons que vendre à tout prix. En tout cas, les marchés aiment bien interpréter n'importe quel mouvement, n'importe quel signe. Et c'est vrai que même si à l'échelle du marché, ça fait beaucoup d'argent, mais ça va pas tuer Bitcoin, quoi qu'il en soit, ça fait partie des adresses les plus regardées et qui sont naturellement suivies. Parce que rappelons ce que ça avait fait quand Tesla s'était positionné sur Bitcoin à l'époque. Voir Tesla qui se retire totalement, alors que beaucoup espèrent voir un Trump trade et également un bull run, ce serait bizarre de prendre cette décision, surtout... Sauf, en tout cas, si Elon a une information que les autres n'ont pas. Elon Musk est l'un des grands donateurs à Donald Trump. Effectivement, il a donné jusqu'ici dans la campagne électorale 75 millions de dollars à Donald Trump. C'est son principal donateur. On reparlera de la campagne électorale américaine dans quelques minutes. Alors, que fera Elon Musk de ses bitcoins, de ses cryptos ? C'est une question. Puis vous-même, vous vous interrogez sûrement. Que ferai-je à l'avenir de mes cryptos ? Ça va peut-être dépendre de la fiscalité. La flat tax en France pourrait, alors c'est pas sûr, hein, il y a tout ce débat parlementaire qui reste encore à venir, mais la flat tax pourrait en France passer de 30 à 33%. Bon, c'est rien comparé à l'Italie. On apprend clair qu'en Italie, les taxes sur les gains réalisés en crypto, les taxes pourraient passer de 26 à 42%. Ça serait mal. Oui, globalement, c'est une tendance qu'on observe en Europe, hein, cette tendance à la hausse de la fiscalité sur les revenus issus de capitaux. Alors, ça peut avoir un certain nombre de conséquences pour les investisseurs. Déjà, je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui vont délayer leurs gains, c'est-à-dire au lieu de vendre leur crypto-monnaie cette année, peut-être qu'ils vont attendre 1 an ou 2 ans de plus parce qu'ils savent qu'il y a cette fiscalité et donc qui vont avoir une plus grande partie de leur plus-value qui va aller à l'État, donc ça va les inciter à attendre un peu plus longtemps. Ça peut aussi les inciter à mettre en place des stratégies d'optimisation fiscale, d'autant plus que les crypto-monnaies font partie des capitaux sur lesquels il y a une grande mobilité géographique et donc c'est assez facile de transférer ça dans d'autres pays et donc de dire voilà, finalement je vais aller essayer d'être imposé un peu moins en Lituanie, au Luxembourg ou ailleurs. Donc c'est pas nécessairement parce qu'on augmente la flat tax que derrière on engrange plus de revenus fiscaux et donc c'est pour ça que l'équilibre est pas évident à trouver. Ce que ça montre quand même ces hausses-là, c'est que les États aujourd'hui considèrent les crypto-monnaies comme un marché qui est désormais mature et sur lequel il y a du revenu à se faire, du revenu fiscal et dont on peut tirer donc des ressources pour l'État. Oui. Owen, et ici en France, on entend parler d'une flat tax qui passerait 30 à 33% aussi. Bon, alors ce serait un saut bien moins qu'en Italie et ça demande encore confirmation puisque tout le débat parlementaire reste à venir. Ce qui est important, je pense, de le préciser en tant que professionnel de l'investissement, c'est que quand on investit sur les cryptos, on prend un vrai gros risque. Quand on doit rajouter une fiscalité aussi forte, il y a énormément de convictions que l'on ne laissera pas s'exprimer. Un investisseur n'ira pas engager son capital si, quand il perd,
il va tout simplement enregistrer sa perte personnellement. On ne peut même pas la réintégrer dans ses impôts en France. Et quand il va gagner, il va payer une taxe aussi forte. En tout cas, en Italie, il a 43%. Ça semble en tout cas punitif. Je pense, et c'est mon pari, qu'ils vont collecter beaucoup moins d'impôts sur les crypto-monnaies parce qu'avec une position aussi forte que celle-là, en 1 ou 2 ans, on tue un écosystème. C'est surtout assez dissuasif en fait pour les investisseurs. investisseurs. C'est punitif. Il y a pas de... C'est punitif pour ceux qui vendent, mais c'est surtout dissuasif pour ceux qui n'ont pas encore acheté et qui pourraient se dire je vais acheter, mais quand ils voient la fiscalité, finalement, ils n'achètent pas. Et donc, quand on veut étouffer un écosystème et éviter que les gens achètent de la crypto, ça sert à rien de l'interdire, il suffit de monter les impôts. C'est vraiment tout. Ne serait-ce que l'instabilité fiscale. Rien que l'instabilité fiscale, ça dissuade évidemment de prendre des risques ou d'investir. L'aléa politique pèse donc, on le voit, sur l'investissement. Et aux États-Unis, on va rentrer justement dans le débat politique. On est désormais là-bas à 2 semaines de la présidentielle. Eh oui, cette campagne électorale, on l'a su au quotidien sur BFM Business, les sondages restent extrêmement serrés entre Donald Trump et Kamala Harris. Kamala Harris qui a reparlé crypto cette semaine, elle a incité les détenteurs de crypto à non pas en profiter, pas aller vivre aux Bahamas, etc. Non, elle les a incités à entreprendre en l'occurrence. Tout à fait, et il y a eu un effet que personne n'avait vu venir, c'est qu'il y a 2 types de sondages. Les sondages que l'on connaît bien, qui sont relativement serrés entre Donald Trump et Kamala Harris. Globalement, leurs positions crypto n'ont pas vraiment évolué depuis la dernière fois. Trump s'est positionné en fervent défenseur des crypto-monnaies. Il a même annoncé sur son Twitter cette semaine le lancement de son coin, le Financial Liberty. C'est quelque chose de dingue de voir un tweet comme celui-là avec un lien, un site internet en mode venez, connectez-vous, achetez notre token. C'est quelque chose c'est impensable de voir ça. En France, on n'imagine pas ça. On l'imagine pas du tout. Et quand on dézoome un petit peu, on se rend compte de 2 choses. Les sondages sont certes serrés, mais il y a un money market. Que ce soit avec Polymarket ou que ce soit avec Kalshi, une autre plateforme qui permet de prendre des positions. Et c'est pas aussi serré que ça sur le money market. Alors, en effet, c'est la communauté crypto. Il y a naturellement des gens qui ont peut-être envie de voir se réaliser un pari beaucoup plus intéressant pour leur portefeuille, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump. Mais en attendant, on parle d'un 61% pour Donald Trump contre un 39%, et on parle d'1 milliard positionné sur le bet. C'est pas juste une anecdotique, non. On parle d'1 milliard positionné. Sur l'autre plateforme, c'est un petit peu plus équilibré avec 55% contre 45%. Mais certains aiment le dire sur les réseaux et peut-être encore une fois pour satisfaire les différents biais cognitifs qui leur donnent envie de comprendre qu'ils sont sur la bonne position. Mais ils le précisent. C'est un écart et c'est un marché qui est purement financier. Et quand on prend ce pari, c'est qu'on y croit fortement et qu'il y a des gens qui, en tout cas, ont envie de se positionner ainsi. Alors c'est intéressant de voir comment effectivement les investisseurs crypto voient les choses en investissant leur vrai argent, pas pour jouer. Mais les marchés traditionnels aussi semblent plutôt miser sur Donald Trump. On le voit à travers, par exemple, les petites et moyennes capitalisations. Le Russell 2000, c'est l'indice Russell 2000 qui cartonne depuis quelques jours et c'est sans doute ça le signe d'une anticipation d'une possible victoire de Donald Trump. Bon, on va suivre tout ça de très très près, bien sûr. Au cœur de BFM Business et de BFM Bourse. Les cryptos aussi, BFM Crypto. De son côté, d'ailleurs, le fils de Donald Trump confirme l'engagement de la famille, puisque, on a eu un pas important cette semaine. Sa plateforme World Liberty Financial a lancé la prévente de sa crypto-monnaie. Alors, on se dit, ça a dû cartonner, non? Enfin, il y a une hype quand même, il y a une vraie dynamique en faveur de Donald Trump en ce moment. Est-ce que ça a fonctionné aussi bien que ça? Non, les débuts sont clairement décevants, puisqu'ils ont dû lever à peu près 10 millions de dollars sur les 300 millions qui étaient visés. En fait, ce projet, il est assez étonnant parce que quand on le regarde dans le détail, moi je suis allée voir ce qu'on appelle dans le jargon le livre blanc du projet. Alors eux, ils ont appelé ça un gold paper, donc un livre doré. Bon, c'est un document qui va résumer les caractéristiques du projet. Dans le cas de ce projet, il est assez court, ce document. Il utilise très clairement l'image de Donald Trump. C'est sa tête qu'on voit sur la couverture. Mais après avoir utilisé cette image de Donald Trump et expliqué que leur but c'était de créer une sorte de plateforme de tokenisation qui mette en valeur le dollar, en fait ils disent très clairement que le projet n'est pas accessible aux Américains. C'est-à-dire que légalement, si vous êtes un citoyen américain, vous ne devriez pas pouvoir acheter les jetons. Donc c'est quand même très surprenant pour un projet qui veut mettre en valeur le dollar et créer finalement une plateforme de tokenisation comme il y en a plein d'autres en fait, de ne pas pouvoir récolter de l'argent de la part d'acteurs américains. Donc on nage en plein paradoxe. C'est pas si étonnant en conséquence que ce projet n'ait pas réussi à lever beaucoup de fonds. C'est aussi parce que quand on est depuis longtemps dans la crypto, ce genre de projet, on en a vu plein. En fait, des plateformes de tokenisation qui visent à faire un peu de stablecoin, un peu de DeFi, etc. Il y en a eu beaucoup. Alors certes, il y a l'image de Donald Trump, mais s'il peut pas vendre ces jetons-là à sa communauté de fans derrière, il reste pas grand-chose. Oui. Puis surtout, à quoi ça va servir ? Owen.
quel détail exactement, qu'est-ce qu'ils vont faire de cette levée, quel est le projet. Il y a un petit discours sur les idées, et visiblement soutenir le dollar, financé par l'argent européen et du reste du monde, mais pas américaine. C'est bizarre. Peut-être un moyen de financer la campagne aussi, avec l'argent. Peut-être un moyen, mais un ancien président des États-Unis qui se présente cette année, qui fait un tweet en mode « Mon token est là, il va acheter-le Oui. ». C'est dingue. On va parler aussi des transformations, parce qu'il y a des transformations technologiques toujours en cours dans cet écosystème, même des mutations philosophiques. On parlait la semaine dernière d'une possible nouvelle mise à jour d'Ethereum. Bien, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, propose des changements d'ampleur. Des changements qui pourraient amener peut-être même à plus de démocratie, figurez-vous. Que propose-t-il, Owen ? Alors le premier point important, c'est le fait de ne plus avoir un minimum de 32 Ethers pour monter un validateur, mais un Ether, ce qui rend ça beaucoup plus abordable, même s'il existait aujourd'hui des solutions pour mutualiser les Ethers de plusieurs utilisateurs et démarrer des nœuds en possédant qu'un 32e par exemple, ça centralisait, parce que certaines sociétés qui proposaient cette mutualisation des fonds commençaient à devenir très importantes sur le réseau, comme par exemple Lido. Bref, il y en a plein d'autres. En attendant, en faisant ça, ça va permettre à beaucoup plus de personnes de monter leur propre validateur et ça va naturellement décentraliser le réseau parce que ça va permettre à beaucoup plus de gens de démarrer leur validateur individuellement. La deuxième chose, ce serait augmenter la scalabilité. C'est-à-dire passer d'une finalisation d'un bloc qui passerait d'à peu près 15 minutes à 12 secondes. Ça permet de faire beaucoup plus de transactions par seconde, ça augmente également la sécurité. Comme le bloc est validé beaucoup plus vite, il est moins sujet à certaines attaques et ça permettrait naturellement d'augmenter la capacité que le réseau Ether a, sachant que c'est un point qui est très important en ce moment, depuis que les Layer 2 sont très utilisés et qu'en plus une mise à jour fait que les Layer 2, pour écrire leurs transactions sur la chaîne Ether, ont à payer beaucoup moins de frais. Ether a été beaucoup moins utilisé, Ethereum a été beaucoup moins utilisé et il est redevenu inflationniste. Légèrement, mais du coup il y a des gros débats sur Ether, il ne performe pas autant que Bitcoin, ça dérange beaucoup de personnes qui se sont positionnées dessus et ça fait vraiment beaucoup de bruit et c'est à ce moment-là que tout le monde commence à remettre en cause plein de choses, notamment la vision de Vitalik Buterin, du projet, le créateur de Solana et le créateur de Cardano, tous les deux donnent un avis différent. Hoskinson, le créateur de Cardano, a carrément dit qu'Ethereum était une dictature gérée par Vitalik Buterin, avant de présenter les avantages qu'il y avait à travailler avec Cardano, évidemment. Oui, c'était et commercial. de l'autre côté, totalement, le fondateur de Solana, lui, avec beaucoup plus de respect pour le coup, précise qu'il aime beaucoup les valeurs d'Ethereum, mais que selon lui, la scalabilité est l'une des choses les plus importantes et c'est ce qui manquait à ce réseau. Oui, l'homme parfois brûle ce qu'il a adoré, ça reste un biais mental, qu'on partage tous d'ailleurs. Cet écosystème, en tout cas, il doit effectivement évoluer, se réinventer. Vitalik Buterin qui met sur la table des propositions parce que de nouveaux défis émergent. C'est l'objet de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question gênante sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, cette question qui met un peu mal à l'aise parfois l'écosystème et la communauté. La question de la semaine, Claire et Owen, y êtes-vous prêts ? Oui. Vous aussi, Owen ? Oui. Prêt. Voici la question. Un jour, quel sera le grand défi, le grand challenge pour les cryptos ? Il leur faudra dompter le quantique, première option. Il leur faudra trouver l'énergie. Résister à la fiscalité, tiens, troisième option qu'on vous propose parmi les grands challenges à venir. Ou encore, les cryptos devront parvenir à battre l'intelligence artificielle. 4 possibilités donc. Quel prochain grand challenge et défi à venir pour les cryptos ? Je vous laisse un instant de réflexion, Owen et Claire. Vous tous, bien sûr, vous pouvez également participer sur notre fil XBFM Crypto. Laissez-nous vos arguments en commentaire. On essaie chaque semaine de rebondir dessus. Claire, quel sera le prochain grand défi, à terme même, le grand défi, le challenge à venir des cryptos ? Moi, je dirais dompter le quantique. Dompter le quantique pour vous. Owen ? Avec un peu d'humour, j'aurais eu envie de dire d'un point de vue français, la fiscalité. Mais en réalité, je pense que le quantique va être une épreuve en tout cas. Il y a donc unanimité. Dans un instant, on regardera comment nos auditeurs et téléspectateurs ont voté, mais pour vous, c'est peut-être le quantique qui va le plus poser question. Alors ça tombe bien parce qu'en plus, on a eu cette semaine une actualité, des chercheurs chinois qui manifestement sont arrivés à débunker une blockchain grâce au quantique. Ça, c'est un vrai signal ? De ma compréhension, ils ont réussi à craquer, on va dire, un algorithme, mais qui n'est pas vraiment utilisé pour le chiffrement dans la crypto. En fait, le vrai défi pour l'ensemble des blockchains avec le quantique, c'est notamment tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les courbes elliptiques, c'est-à-dire la relation entre la clé publique et la clé privée. Aujourd'hui, quand vous avez la clé publique de quelqu'un, donc son numéro de compte, vous ne pouvez pas avoir sa clé privée, vous ne pouvez pas la trouver comme ça.
ou en tout cas si vous vouliez le faire avec les moyens de calcul actuels, il vous faudrait des siècles ou des millénaires. Avec le quantique, ce qui pourrait être possible, c'est de réduire ce temps à quelques heures et donc de craquer ces algorithmes de chiffrement. Donc ça, forcément, ça serait extrêmement dangereux et c'est pour ça que les blockchains doivent se moderniser ou en tout cas doivent évoluer pour changer ce type d'algorithme et ces façons de fonctionner. C'est d'ailleurs ce qui est prévu. Il y a un certain nombre de gens qui expérimentent là-dessus. Vitalik Buterin a écrit dessus aussi. Mais il faut bien voir qu'il y a une sorte de délai avant impact. C'est pas un jour on va se réveiller, il y aura plein d'ordinateurs et puis les blockchains vont tomber. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'ordinateur quantique suffisamment puissant et suffisamment stable pour arriver à mettre en danger ces fonctions-là. Donc en attendant, les blockchains vont avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des hard forks et donc de changer leur protocole pour devenir résistants au quantique. Oui. Owen, c'est le quantique pour vous qui posera le plus de défis? Pour être totalement franc, je pense qu'il y en aura d'autres, mais c'est vrai que c'était déjà un défi qui avait été anticipé et dont avait déjà répondu Satoshi Nakamoto sur Bitcoin. Il avait dit que ça pouvait être dangereux si la maîtrise de l'informatique quantique arrivait soudainement. Parce qu'à ce moment-là, oui, ça change les règles tellement rapidement, il pourrait y avoir des problèmes. Il expliquait que même rétroactivement, il pouvait y avoir une certaine correction, c'est-à-dire que c'était possible. L'avantage, c'est qu'à partir du moment où il y a un consensus et que tout le monde est d'accord, on peut revenir quelques minutes en arrière sur Bitcoin, en faire un fork, en faire une mise à jour et proposer une nouvelle version en reprenant un bloc à un certain endroit. Mais il expliquait surtout que, visiblement, et vu la complexité de l'informatique quantique, ça va être graduel. Il existe des algorithmes qui résistent à l'informatique quantique et ça devrait être une mise à jour possible pour les différentes blockchains et c'était d'ailleurs l'un des sujets abordés par Vitalik Buterin. Oui, on va regarder vos réponses à vous tous sur notre fil X BFM Crypto. Effectivement, pour vous, quel sera le grand challenge à terme pour les cryptos? Vous êtes une majorité, 65%, à dire que c'est la fiscalité. Ah, 65%. Je vous l'avais oui. En même temps, c'était la bonne semaine pour poser la question. Ah bah effectivement, oui. 65%, loin derrière, dompter le quantique. Vous n'êtes que 15% à avoir voté pour cette option. On a il est taquin, PPRGB, c'est son pseudo, enfin j'imagine, qui nous dit non, le grand défi pour les cryptos, ce sera de prouver leur utilité. Waouh, c'est facile. Je comprends. Franchement, je comprends. On a la blockchain qui permet de faire énormément de choses. Aujourd'hui, c'est principalement de la spéculation. C'est principalement de la prise de position pour gagner de l'argent. Ce qu'on regarde, même quand on est convaincu par la tech, et c'est mon cas, c'est le prix, tous les jours. Et les services qu'on propose et qui sont aujourd'hui les plus utilisés sont des services financiers. Et même les services qui ont des vrais usages, très souvent, sont des services de swap, d'échange, de transactions, de flux financiers. Donc, il y en aura, et c'est certain, parce qu'on voit déjà ce que l'on peut faire avec. Mais il va y avoir quelques bonnes questions et pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt de la spéculation. Est-ce que vous connaissez Martine? Je sens une hésitation là. Ouais, Chris, notre réalisateur avec nous chaque vendredi. Chris connaît peut-être Martine. Chris? Oui, la saga Martine, je connais bien. Ouais. Martine à la plage, Martine fait ses devoirs. Ouais, bien vu. Contre-attaque. Martine contre-attaque. Dans les cryptos, Martine existe. C'est Tether. Les aventures de Tether en Europe. Tether se lance dans l'agriculture et maintenant un nouvel épisode. Tether se lance dans les matières premières parce qu'on a appris que Tether allait faire du trading de matières premières. Les nouvelles aventures de Tether à suivre dans les pros des cryptos. Pourquoi Tether se diversifie à ce point? À la base, c'est du stablecoin. Pourquoi est-ce qu'il se lance à présent, après l'agriculture, aussi dans les matières premières, Claire? Alors déjà parce qu'ils peuvent, et donc c'est une diversification qui est toujours bonne à prendre, et ensuite et surtout parce qu'on a appris récemment que Tether et l'USDT ne suivraient pas la réglementation européenne, et donc ils vont probablement perdre un certain nombre de parts de marché sur leur activité de stablecoin parce qu'ils n'ont pas envie de se réguler. Et donc forcément, comme ils perdent des parts de marché sur ce marché-là, ils vont chercher des parts de marché ailleurs, et c'est vrai que ça va être plus facile pour eux de promouvoir des actifs indexés sur les matières premières, y compris en Europe, que d'aller promouvoir leur stablecoin qui ne passera pas la réglementation MiCA. MiCA qui pourrait être menacé, l'ESMA demande une révision de MiCA, c'est ça, cette fameuse réglementation européenne dont on a parlé pendant des années, qui se met peu à peu en place, pourrait devoir se réinventer. Qu'est-ce qui se passe avec MiCA? Qu'est-ce qui nous pend au nez avec MiCA? Pour être totalement honnête sur MiCA, il y a tellement de sujets, il y a tellement de discussions en cours, il y a tellement de points qui sont encore en train d'être définis qu'on attend d'avoir plus de visibilité pour se positionner. Si on le savait, Guillaume, on serait très heureux. Oui. C'est l'autorité européenne des marchés financiers qui dit qu'il va falloir réviser MiCA. Alors ça, il va falloir surtout être bien représenté. Là-dedans, on a une association pour ça, l'Association pour le développement des actifs numériques, qui représente effectivement votre écosystème, et puis la France aussi à l'échelle européenne pour défendre les intérêts de l'écosystème crypto. La patronne de l'ADAN, Faustine Fleuret, qu'on connaît bien, tout à fait. Elle s'en va, elle l'arrête à la fin de l'année, c'est ça? Elle s'en va, et en attendant, c'est son vice-président, Laurent Ovion, qui va récupérer du coup la gestion du coup de l'ADAN.
Dan, qui est également quelqu'un de très compétent, qui pour le coup n'a pas le même recul que Faustine parce qu'elle était là depuis plusieurs années maintenant. C'est très clairement la griffe de la Dan. Depuis presque le tout début, c'était le visage qu'il incarnait et qui faisait ça très bien. Maintenant, ça va être un nouveau profil et je pense un nouveau player parce que Laurent connaît bien cet écosystème aussi. L'important va être de voir du coup en juin prochain, lors des prochaines élections, qui sera le nouveau visage de la Dan, et ça pour l'instant, je suis pas capable de vous le dire. Merci à nos pros des cryptos, même s'ils ne lisent pas complètement l'avenir. Effectivement, on essaie de vous apporter un certain nombre de pistes pour vous parer au mieux et vous apporter un coup d'avance. Merci à Owen Simonin. Combien d'abonnés sur votre chaîne YouTube ? Bientôt 700 000, ça y est, on y va là. Claire Balva, merci Claire également de nous avoir accompagnés. VP Stratégie pour 2 blocs. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.